L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron paie-t-il des détectives pour salir Candace Owens? Jour férié, la colère monte. Avant de traiter ces deux informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Manu Combe, Aknachine, GM, Maxime Gilcor, Francis, Polygonal, André, Jean-Claude Garapon, Bernard Toussaint et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces. Alors, comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Bribri, selon la presse, est une personne sacrée, une icône, la femme modèle, la rebelle, comme il la nomme. Pas facile de vendre ce narratif bidon aux Français, car Brigitte, il suffit de la regarder, est dénuée de beauté physique, dénuée de morale et de conscience, dénuée de qualité intellectuelle. Ce n'est que l'incarnation du vice qui a réussi. Si vous avez suivi mes précédents entretiens, vous savez ce qui s'est passé. Les Macron ont fait appel à la mafia, authentique mafia, ce n'est pas une métaphore, pour bidonner le CV et protéger l'image de Bribri. Coucou Mimi Marchand et Xavier Niel. Pas une photo officielle donc qui n'ait été photoshopée. Les rides effacées, Brigitte Macron paraît 20 ans plus jeune. Mais voilà, la gloire a un prix. Le monde entier se paie la tête de Bribri. Oui, depuis l'affaire Jean-Mimi, Bribri a les boules et elle a décidé de se venger. Candace Owens. Je n'en crois pas mes yeux. C'est un chef d'État qui engage des enquêteurs pour enquêter sur une mère qui fait des podcasts depuis son sous-sol. Macron, votre femme doit absolument entrer en cure de désintoxication. Mais vous vous rendez compte ? Macron utilise les bonnes vieilles techniques de la mafia, trouver des boules puantes, des dossiers sales sur Candace Owens. Mais pourquoi faire? Pour faire chanter Candace Owens? Pour tuer le messager? Pour l'empêcher de faire son travail de journaliste? Mais à la tête de l'État, c'est un président ou Don Corleone? Quant aux Français, ils vont devoir prendre une bonne dose de Célérus, et en suppôt, un genre clistère géant. Oui, Candace Owens, Célérus. Ce matin, nous dit-elle, nous avons reçu un courriel du Financial Times. Brigitte Macron admet avoir engagé un enquêteur pour enquêter sur mes relations avec la Russie. Ils ont découvert que j'avais retweeté Douguine 2 fois. Comment est-ce que ce n'est pas de la maladie mentale? Le poudré d'Amiens est complètement humilié. Eh oui, ma chère Candace, Macron n'aime pas les journalistes libres et la vérité. Alors il utilise contre eux l'arme déminable, la diabolisation. Mais attendez, un procès aux États-Unis, des enquêteurs aux États-Unis, cela doit, comme dit le Thénardier d'Amiens, ça doit coûter un pognon de dingue. Et qui règle l'addition? Florian Philippot. Le cabinet de Brigitte Macron déclare dans le Nouvel Observateur que les frais de justice monumentaux occasionnés par la plainte extravagante du couple contre Candace Owens aux États-Unis seront payés par les Macron. On avance, ils évitaient la question avant. Mais on ne peut pas se contenter de mots au détour d'un article de presse. Il nous faut des preuves. Et pourquoi Dupond-Moretti a-t-il pris soin de parler non pas d'une affaire privée, mais d'une affaire d'État, ce qui permettait de justifier un financement par l'Élysée? On ne lâche pas la pétition nationale sur ce sujet, à signer et à partager sur le site des Patriotes. Le lien dans ma description, bien évidemment. Avec Macron, le mensonge est la règle. Étudions donc les deux hypothèses. Hypothèse 1, c'est l'État qui paie, autrement dit les contribuables. Un scandale absolu, surtout en période de raquette fiscale. Hypothèse 2, c'est Macron qui régale, mais avec quel argent? Petit rappel. Macron a un compte en banque dans un paradis fiscal? Un témoin affirme que 80% de la fortune d'Emmanuel Macron est cachée dans un paradis fiscal, Jersey ou Guernesey, à 4 jours de la présidentielle. Pourquoi Macron n'attaque pas en diffamation? Il ne dément pas, il ne dit rien, c'est extrêmement suspect. Pour bien comprendre les dessous de cette affaire, il faut savoir que les bonus
des banquiers d'affaires et les traders peuvent être versés en Angleterre. Mais l'Angleterre possède deux paradis fiscaux, Jersey et Guernesey. Qui a pris cette décision? C'est assez récent, cela date d'il y a une vingtaine d'années. C'est Thierry Breton, alors ministre de l'économie. Lorsqu'il quitte Bercy en 2007, Thierry Breton est embauché au hasard chez Rothschild. Oui, un hasard certainement. Pendant la campagne présidentielle de 2016, la question que se sont posés tous les journalistes: où sont passés les millions qu'a gagné Emmanuel Macron chez Rothschild? Off Investigation, je viens de vous présenter la vignette, accuse Macron de les avoir planqués légalement depuis Thierry Breton dans un paradis fiscal, Jersey ou Guernesey. Macron affirme que c'est entièrement faux dans une démonstration qui fera date. Et pourquoi? Parce que Pujadas va laisser mentir Emmanuel Macron en 2017 comme jamais. C'est stratosphérique, c'est unique en son genre. Oui, des mensonges en toute décontraction. Et comme toujours, Emmanuel Macron va se présenter en victime des médias. « Je suis honnête !» clame-t-il. La grosse blague. Alors, où sont passés les 1,4 million d'euros gagnés chez Rothschild, Emmanuel? Eh bien, j'ai dû rembourser des emprunts. Eh oui, Emmanuel Macron a contracté des emprunts pour acheter un appartement dans le 15e. Mais il est où donc le mensonge, le gros mensonge en direct devant Pujadas qui ne dit rien? Eh bien, il a remboursé des emprunts, non pas avec l'argent qu'il a gagné chez Rothschild, mais comme l'apparaît à l'écran, avec la vente de son appartement. Et il arrive à déclarer à la Haute Autorité pour la Transparence un patrimoine inférieur à celui de Nathalie Arthaud, aux environs de 250 000 euros. L'art de vous prendre pour des crétins avec la complicité des journalistes. Voilà, Macron n'a pas officiellement les moyens de financer un tel procès aux USA. Certains estiment le coût du procès à plus de 10 millions de dollars. Et s'il y a les enquêteurs, il y a encore surcoût. Sauf, bien évidemment, si le poudré a de l'argent planqué dans les paradis fiscaux, qui aurait pu être alimenté par d'autres affaires. Et puis, il y a la deuxième hypothèse dont je vous ai parlé. Il va peut-être nous envoyer la note de ce procès, parce que selon Dupond-Moretti, c'est une affaire d'État. Dans les deux cas, c'est honteux et scandaleux, et toujours avec la bénédiction des journalistes aux ordres. Et puis, il y a le financement de campagne. Nous sommes en 2022. L'édito de Gauthier Lebray, enquête sur les comptes de campagne du poudré. Oui, il faut s'intéresser aux comptes de campagne d'Emmanuel Macron de 2017 et de 2022. On y trouve certainement l'explication de la soumission du poudré au pouvoir algérien. Marc Andleweld a écrit 2 livres sur Emmanuel Macron et notamment sur le financement illégal de sa campagne en 2017. Pourquoi Macron baisse la culotte devant l'Algérie? Réponse ci-dessous. Des milliardaires algériens ont financé illégalement sa campagne en 2017. Source Marc Andleweld, Marianne. Des cadavres dans le placard. L'essai fort instructif du journaliste Marc Andleweld explique ce soutien par les liens étroits qu'Emmanuel Macron a tissés avec les hommes d'affaires les plus influents du régime algérien, à savoir Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, et Issad Rebrabre, l'homme le plus riche d'Algérie. Le premier aura été l'attirelire du clan Bouteflika, dont il a servi les pires turpitudes. Le second fut le principal homme d'affaires soutenu par l'ex-DRS, cette police politique qui fut pendant un quart de siècle la colonne vertébrale du système algérien. C'est ainsi, lorsqu'au cœur de sa campagne électorale en vue de la dernière présidentielle, écrit Marc Andleweld, Emmanuel Macron se rendit à Alger les 13 et 14 février 2017. Le candidat de la République En Marche se trouvait dans une situation financière très périlleuse. Dans les derniers mois qui ont précédé le scrutin de 2017, l'argent manquait terriblement pour poursuivre sa campagne. Le budget était très entamé. Après ce voyage, début 2017, de l'autre côté de la Méditerranée, l'argent coula à flot dans les meetings d'Emmanuel Macron. J'ai bien dit à flot, c'est-à-dire en liquide. En 2022, le soutien d'Alger ne faiblit pas. Des influenceurs comme Nabila ou la Grande Mosquée appellent à voter Emmanuel Macron. Nabila, exilée fiscale, condamnée pour escroquerie et tentative d'homicide, vote Emmanuel Macron. Qui se ressemble, s'assemble. Durant la campagne de 2022, le recteur a organisé un somptueux dîner pour soutenir le poudré à la Grande Mosquée.
C'était un ordre d'Alger, indique-t-il. Tebboune m'a dit, ce serait bien que notre ami Macron remporte une victoire sans partage contre Marine Le Pen. Ah, les amis d'Emmanuel Macron. Il y a le président syrien qui fait massacrer les Druzes et il y a Tebboune qui fait enfermer Boualem sans salle et qui humilie Emmanuel Macron tous les 4 lundis. Il y a également d'autres dossiers curieux entre Macron et l'Algérie. Brigitte Macron visitera la fac centrale d'Alger où elle aurait des souvenirs. On se souvient en effet qu'Emmanuel Macron a effectué le 6 décembre 2019 une visite officielle en Algérie dans le cadre de sa tournée en Afrique. Selon nos informations, les autorités algériennes ont été informées de la volonté de la première dame de France, titre usurpé, vous le savez, de visiter la fac centrale d'Alger où elle aurait étudié. Actuellement, on a tout de même remarqué des travaux d'embellissement de l'université en question. Selon nos informations, les travaux ciblent plus particulièrement une salle que Brigitte Macron souhaiterait visiter. Il faut savoir que l'Élysée a vite démenti cette information, qui a pourtant été donnée aux journalistes algériens, et la visite ne s'est pas effectuée, alors qu'elle était inscrite dans le voyage officiel. Oh la gaffe! Car Brigitte, elle est trop jeune, elle ne peut pas avoir des souvenirs à la fac d'Alger. Par contre, son frère Jean-Mimi, oui. Et oui, Jean-Michel Trogneux a étudié à la fac d'Alger. Et c'est ça le problème avec Brigitte. Lorsqu'on étudie sa biographie, on constate que tout est bidonné, ses diplômes, les dates, rien ne correspond, tout est flou. Un peu comme les photos qu'on nous donne de Bribri dans les années 80. Voilà la photo la plus ancienne que j'ai trouvée de Bribri en 1987 et elle est de très mauvaise qualité. Et elle correspond à peu près à la date où elle s'est présentée aux élections dans sa petite commune. C'était en 1989 en Alsace et la seule photo de la liste, eh bien, c'est celle qui est la plus floue. Et puis vous remarquez, c'est la seule qui est derrière un fond noir. Le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas tomber sur un document sans qu'il alimente la rumeur. Voyez, monsieur Jean-Claude Trogneux avait pour épouse une Brigitte. Ah, cela a enflammé bien évidemment la toile. La fille de Brigitte Macron, Tiphaine, ressemble comme 2 gouttes d'eau à son oncle Jean-Mimi. Et là, j'ai envie de dire, halte au feu. Oui, il faut que toutes ces rumeurs malveillantes cessent, que ce harcèlement, ces théories du complot disparaissent. Et puis, pas de pognon de dingue dépensé dans un procès perdu d'avance. Oui, c'est simple, il suffirait que le petit gros, comme l'appelle si fraternellement le Poudré, quel respect pour son beau-frère, apparaisse avec sa sœur. Et oui, toutes les théories du complot s'effondreraient. La transparence et la vérité, c'est mission impossible pour les Macron. François Bayrou et les jours fériés. Jours fériés, la lettre de Matignon qui précise les modalités de la réforme. Si la mesure est adoptée, le salarié travaillera donc 2 jours de plus pour le même salaire. Avec les 2 jours fériés de Bayrou, les salariés vont travailler gratuitement 2 jours. L'État touchera 4 milliards d'euros des entreprises. Les entreprises ne paieront pas de cotisations sociales pour 4 milliards. La régression sociale continue et l'économie se porte de plus en plus mal. La suppression de ces jours fériés, c'est un impôt déguisé, oui, un impôt immonde. Vous avez donc les salariés français pressurisés, dépouillés, rackettés, à qui, une fois de plus, on demande de faire des efforts, de se serrer encore d'un cran la ceinture. Et pourquoi faire ? Pour engraisser cette nomenclatura corrompue ou financer un modèle social qui nous conduit à la faillite. Dément. Suppression de 2 jours fériés. Concernant la réforme proposée par Bayrou pour 2026, les salariés mensualisés et les agents publics ne recevront pas de rémunération supplémentaire pour ces jours travaillés. Ça s'appelle comment travailler sans salaire tout en reversant une contribution à l'État ? Selon un courrier adressé aux partenaires sociaux daté du 10 août 2025, Bayrou précise que les employeurs du secteur privé devront verser une contribution à l'État pour ces jours, contribution qui sera affectée au budget national. Cette mesure, calquée sur le modèle de la journée de solidarité, vise à générer environ 4 milliards d'euros d'économies pour l'État. Et les actifs vont accepter ça sans broncher ?
Et puis, il faut le rappeler, Bayrou et Macron ont perdu toute légitimité. Ils ont perdu les élections, mais qu'ils partent. D'ailleurs, c'est ce que rappelait Pascal Praud en 2024. Absolu avec ce président. Absolu. Et qui sont prêts à tout pour ne plus le voir. Il y a une détestation, c'est viscéral même. Voilà, exactement. C'est viscéral. Et je pense que plus il parle, plus il alimente cela. Mais enfin, bon. Et oui, cela devient du jamais vu. Nous sommes le 7 août 2025. Seuls 9% des Français font confiance au gouvernement Bayrou pour gérer l'économie du pays. Mais qu'attendent-ils pour démissionner? L'explosion sociale? Agriculture, ce que je vous avais dit est devenu réalité. François Asselineau, le Conseil constitutionnel, ridiculisé par l'Union européenne. Là, c'est Amipride, concerné betteraves et noisettes. La Commission européenne l'autorise désormais à dose plus élevée chez les prunes, le miel, l'apiculture, les graines, le lin, le pavot, la moutarde et la cameline. On va devoir importer tous ces aliments. Loi partiellement censurée, les agriculteurs contre-attaquent. La coordination rurale exige le retrait des rayons des produits importés traités à l'acétamipride. C'est logique. Mais paradoxe des paradoxes, au nom de cette sainte concurrence dans cette Union européenne, c'est impossible de retirer des produits des rayons. Résultat des courses, les Espagnols, les Italiens, les Allemands et les autres vont traiter leurs produits avec ce satané pesticide. Ils auront donc des rendements bien supérieurs et donc des prix bien plus bas que nos paysans. Nos paysans sont donc condamnés à disparaître. Quant aux bobos, ils se précipiteront sur ces produits traités de pesticides. Comme je vous l'avais prédit, la gauche s'est attaquée à ce monde rural qu'elle déteste, mais ne s'attaque jamais à Bruxelles. Et oui, la gauche, c'est le bras armé de Pustula. Écoutez ce témoignage. Et plus de 2 heures, prise d'empreinte, photo contre le mur. Et ils m'ont dit que j'encourais 6 mois de prison et 15 000 € d'amende pour l'entrave des agents de la fonction de protection des populations, des animaux et des végétaux. Donc l'affaire est entre les mains du procureur, c'est lui qui décidera de la suite. Mais voilà, on voit bien qu'on nous parle de soutien psychologique, mais en fait, pour notre part, c'était un acharnement plutôt qu'un soutien. Et tout est mis en place par l'État pour nous faire baisser les bras et nous enfoncer un peu plus jusqu'à ce qu'on applique. Pour refuser l'abattage de ces vaches sur ordre du gouvernement et de Bruxelles, ce jeune éleveur a été traité pire qu'un voleur. Garde à vue, prise d'empreinte, photo contre le mur, et il lui a été dit qu'il encourait 6 mois de prison et 15 000 € d'amende. Tout est mis en place pour nous faire baisser les bras, nous enfoncer jusqu'à ce qu'on abdique. Pas de soutien, mais de l'acharnement. En vidéo, j'ai analysé ce qui se passe, document à l'appui, volonté de détruire 30% du cheptel français pour laisser la place aux produits Mercosur et issus des accords européens de libre-échange et à la viande de synthèse de Bill Gates. Et c'est là que nous devons rappeler à notre ministre, Genevard, que contrairement à elle, nous ne mentons pas, nous avons les documents. 2023, la Cour des comptes préconise de réduire le nombre de bovins pour tenir les engagements climatiques nationaux. Ces engagements climatiques ont été votés par l'Union européenne. Et dans l'indifférence des protecteurs des animaux, dans l'indifférence des partis politiques, on massacre les vaches. 2 vaches malades, 120 abattues. Une centaine d'éleveurs de Savoie et de Haute-Savoie manifestent contre l'abattage total des vaches. Personne nous écoute, tout le monde nous a oubliés. Une fois de plus, nos politiques trahissent les Français et leurs intérêts. International, la rencontre en Alaska le 15 août entre le président Vladimir Poutine et Donald Trump. La bataille psychologique est engagée. Les opinions mondiales sont prises à témoin. D'un côté, Trump veut obtenir la paix et de l'autre, les Européens qui veulent éviter une humiliation historique. Premier tir de semonce par le vice-président Vance. Le vice-président américain Vance balance du lourd sur l'Ukraine. Nous disons aux pays européens, si ce conflit vous intéresse tant, financez davantage. Occupez-vous du financement si ça vous dit. Je suis persuadé en revanche qu'en ce qui concerne les USA, nous en avons fini avec le financement de ce conflit en Ukraine. Nous optons pour la paix. J.D. Vance a ni plus ni moins acté le désengagement total des Américains. Aux Européens de financer un État moribond et corrompu.
et des centaines de milliards pour une guerre perdue. Cela fait mal, et cela continue. Deuxième boulet. Marco Rubio accuse Emmanuel Macron d'être responsable de l'échec des négociations entre Israël et le Hamas. Pour le secrétaire d'État américain, le Hamas s'est senti soutenu, récompensé et en mesure de clamer une victoire lorsque le président français a annoncé que la France reconnaîtrait l'État palestinien en septembre. Macron, une fois de plus, discrédité sur la scène internationale. Et puis, les Européens sont en train de paniquer. Zelensky n'est pas invité aux négociations. L'humiliation est totale. Mais il y a plus, oui, c'est panique à bord. L'agitation actuelle des 4 ou 5 leaders européens, soutien inconditionnel de Zelensky, traduit la panique qui les prend à l'idée d'une éviction de Zelensky à l'issue des négociations de paix en Alaska. Éviction pouvant conduire à un audit des centaines de milliards d'aides à l'Ukraine engagées par l'Union européenne depuis 2022, pouvant révéler l'évaporation d'une partie de ces fonds. Van der Leyen vient de rajouter aux 200 milliards d'aides de l'Union européenne à l'Ukraine, déjà engagé 100 milliards de plus pour l'Ukraine, inscrit dans son budget 2028-2034. La promesse donc atteint 300 milliards d'euros. La folie en ces temps de rigueur budgétaire. Alors évidemment, Macron et Zelensky s'agitent. Zelensky et Macron opposés à une rencontre États-Unis-Russie sans l'Ukraine. Le journal Le Monde, sommet Poutine-Trump, l'Europe maintient la pression sur la Russie. Alors que le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump se profile, l'exclusion de l'Ukraine des négociations inquiète ses alliés et ravive les tensions. Mais quelle pression! Ce ne sont que des gesticulations, un peu comme Kaja Kallas. Kaja Kallas convoque une réunion éclair des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sur l'Ukraine ce lundi. Suite à tous ces soutiens, Zelensky a affirmé à la télévision qu'il ne pouvait négocier la cession d'Oblast. C'est contraire à sa constitution. Colère de Donald Trump. J'ai été un peu dérangé par le fait que Zelensky dise « Je dois obtenir l'approbation constitutionnelle ». Il a l'autorisation de faire la guerre et de faire tuer tout le monde, mais il a besoin d'une approbation pour faire un échange de terres. Il y aura un échange de terres. Mais l'Ukraine a-t-elle les moyens de dicter ses conditions? Certainement pas. Elle a perdu la guerre et cela devient de plus en plus évident jour après jour. Percée russe dans la défense des forces armées ukrainiennes entre Konstantinovka et Dopropolié. Selon la ressource ukrainienne Deep State, les troupes russes ont percé la ligne de défense des forces armées ukrainiennes sur le secteur entre Konstantinovka et Dopropolié, progressant de près de 10 km en profondeur dans les positions ennemies. Bien qu'il soit encore trop tôt pour parler d'un effondrement total du front ukrainien, la situation pour l'armée ukrainienne devient de plus en plus difficile et proche de l'irréversible. Quant à Trump, il annonce un projet de rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky. Cette rencontre entre Kiev et Moscou permettrait donc de signer des accords. Et il n'y a plus que 24% d'Ukrainiens qui pensent qu'il faut continuer la guerre jusqu'à la victoire. 69% veulent des négociations aussi vite que possible. À tous ceux qui poussent à la poursuite de la guerre jusqu'à la défaite de la Russie, vous jouez contre les Ukrainiens. À part des monstres, qui veut la guerre? La paix doit s'installer et doit être négociée le plus rapidement possible à l'Est comme au Moyen-Orient. Cela suffit, l'horreur. Bande de Gaza, Reporters sans frontières, l'ONU et le Qatar dénoncent la mort de journalistes tués par l'armée israélienne. Allez, on va revenir en France où c'est également la guerre. La guerre contre le climat. Alerte, c'est l'été et c'est torride. La chaîne météo. Il va faire, dans une grande partie de la France, plus de 30 degrés. Et oui, nous avons un anticyclone qui nous pousse de l'air chaud venu d'Afrique. En Europe, c'est un peu moins torride. Mais c'est quand même curieux cette volonté des journalistes de faire croire qu'on va tous bouillir et que c'est du jamais vu. En août 1923, 44 degrés à Toulouse, record absolu. 2023, 42 degrés, présenté comme un record absolu. Effacer ou minimiser le passé pour gonfler l'exceptionnel du présent, c'est de la communication, pas de la science. Autre moyen, le ressenti. Canicule, plus de 42 degrés, ressenti en Corse à la mi-journée, 41 degrés dans les Landes ou à Aix-en-Provence. Ressenti. Quand les températures ne sont pas assez élevées, on dégaine la carte du ressenti. Le but, toujours le même, peur et obéissance.
J'ai pu constater en regardant le bulletin météo que les températures qui battent des records sont toujours prises dans les centres-villes. Et oui, il fait toujours plus chaud dans les centres-villes qu'à la campagne. Il faut bien alimenter le narratif. Et puis après, la réalité apparaît vite vite. Les incendies, c'est le réchauffement climatique. Pas vraiment. Héros, un pyromane présumé, reconnaît 3 départs de feu. Pris en flagrant délit, l'homme de 39 ans avait été interpellé jeudi soir, fortement alcoolisé. Comme d'habitude, François Bayrou, le 8 août, la longue séquence de réchauffement climatique qu'on est en train de vivre exige qu'on change nos modes de vie. Fake news, non François Bayrou, nous n'avons pas à changer nos modes de vie. Ce sont les Allemands qui doivent fermer leurs centrales au charbon, très émetteurs de gaz à effet de serre. Le mix électrique français est à 99% décarboné et sauve la planète. Cette soumission au narratif, on va tous bouillir, interroge. Il est quasiment impossible de discuter avec quelqu'un qui pense, c'est une croyance, qu'on va tous bouillir. Dans le reste du monde, on n'est pas aussi hystérique. La Terre a pris 1,5 degré. Il faut savoir que c'est déjà arrivé dans le passé, qu'on ferait un entretien sur le sujet. Et dans ces périodes de réchauffement, ce sont plutôt des années fastes, des siècles fastes, comparés au mini-âge glaciaire. Mais qui a préparé les esprits à ce narratif ? Éducation gouvernementale, renforcement des enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable dans les programmes de la scolarité obligatoire. Vous l'avez compris, il faut développer l'éco-anxiété dès le plus jeune âge. Ah, la peur, la peur, la peur, la passion de la peur pour mettre en place cette transition énergétique, cette escroquerie monumentale et faire avaler aux Français toute une série de sacrifices. Ne lavez plus vos slips qu'une fois par semaine. Notre société, notre culture tout entière semble de plus en plus conçue pour infliger des troubles mentaux aux personnes dès leur plus jeune âge, comme l'éco-anxiété. Tu as l'air déprimé, ça ne va pas avec ton petit ami ? Et sur les murs, un portrait de Sandrine Rousseau et de Marine Tondelier, sauver la planète, les océans se vident, ou le contraire, on va tous mourir submergés. Éco-anxiété à tous les étages. C'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Nous régressons. Les adultes stressés se tournent vers des sucettes pour se calmer. J'éprouve un sentiment de sécurité lié à l'enfance. Bref, vous êtes prêts à affronter la Russie, la Chine, voire la vie. Mais heureusement, Mamie Vautrin est là. Canicule. Le décret que nous avons mis en place demande 3 litres d'eau par jour par personne de façon à ce que les salariés puissent s'hydrater autant que de besoin. Un décret pour boire de l'eau. Le pouvoir qu'il reste dans un pays sans souveraineté. Et puis, n'oubliez pas, durant les prochains jours de canicule, n'oubliez pas de boire pour protéger les autres de la déshydratation. Tous hydratés, tous protégés. Dinéo, agriculteur et futur voisin de Sandrine Rousseau, la fête avec un barbecue. Elle dénonce les maisons individuelles, elle en achète une. Elle est contre la voiture. Elle vise un coin où elle sera obligée d'en avoir une. Les escrologistes pris en flagrant délit. Pannier-Runacher et la climatisation. Agnès Pannier-Runacher, la climatisation, c'est plus 8 degrés dans nos rues. Eh bien, regardons la ville la plus climatisée du monde, Singapour. Eh bien, les températures oscillent cette semaine entre 28 et 29 degrés, voire 30. Pour information, les températures de Singapour oscillent entre 26 degrés le matin et 33 degrés l'après-midi. Et oui, Singapour est proche de l'équateur. Brrr, il fait plutôt frais à Singapour en ce moment. C'est certainement dû à la climatisation. Non merci, je suis de gauche. Cela commence à se voir. Haute-Savoie, une habitante nouvellement installée dans un petit village demande de ne plus faire sonner les cloches de l'église. Elle fait l'unanimité contre elle. Refus du conseil municipal, pétition pour défendre les cloches. Prof Maurice Lichel, conte parodique bien évidemment, soutien à l'une des supportrices d'Emmanuel Macron, jetée en pâture par les fachos d'extrême droite, ou alors supportrice de Marine Tondelier et de la gauche. Avec ces vers, ces bobos, avec cette infantilisation généralisée, l'inflation des normes, bientôt des ceintures de sécurité sur nos toilettes,
Ce décret sur les bouteilles d'eau me fait penser à l'épisode de South Park où l'État oblige à avoir une ceinture de sécurité aux toilettes, sinon la police des toilettes vient vous mettre des amendes. Si ça continue comme ça, on va bientôt en arriver à cet épisode. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.